L'instant Lovecraft, 90, c'est pas rien. On va commencer par une chose méchante, brève. Prenez pas comme une chose agressive, prenez-la comme un univers de questions. Et après la chose méchante, on ira dans les choses bien. Ok? On y va. Je suis pas angliciste. Freeman was swept up by the flabby clouds before anybody turned. God rest them. If there be any rest in the universe. They were Donovan, Guerrera, and Hangstrom. Parker slipped as the other three were plunging frenziedly over endless vistas of green-crusted rock to the board. And Johansson swore at an angle which was acute but behaved as if it were obtuse. So only Bryden and Johansson reached the board and pulled desperately for the alert as the mountainous monstrosity flopped down the slimy stones and hesitated, floundering at the edge of the water. Voilà, ça c'est ce qu'on reçoit de H.P. Lovecraft. On est tout à la fin de l'appel d'Orthlou, quand cette chose dont explicitement Lovecraft dit qu'elle ne peut être décrite, la chose qui ne peut être décrite surgit du fond des eaux et les déchire. Alors, quand on est traducteur, il y a une règle. On ne s'occupe pas des autres. Dans mon Poitou, on dit même « il faut pas s'occuper des affaires de les autres ». Mais ça me questionne quand même. C'est-à-dire, l'histoire des traductions de Lovecraft, vous savez qu'elle est aussi longue et complexe que celle des traductions de Kafka. Il y a le travail de Jacques Papy, homme admirable qui nous a aidé à comprendre Arthur Machen, Ambrose Bierce. Et puis, simplement, qui disposait de textes tronqués, les textes non révisés, publiés par Derleth, et encore, lui, dans un contexte où il fallait encore les chanter, les simplifier. Bon. Donc, il y a eu le travail ensuite de Francis Lacassin, l'édition bouquin en 3 volumes, où on faisait intervenir d'autres traducteurs pour compenser ce que n'avait pas traduit Jacques Papy. Donc, évidemment, quelque chose de composite qui, là encore, aussi était dépendant de l'état des textes de August Derleth. Alors, pour l'appel d'Orthlou, là, c'est différent. Le texte, il a été publié dans Weird Tales en 1926, il n'y a pas eu de variante, il était transcrit directement par Lovecraft lui-même. Le texte est fixe. Simplement, on va le reprendre, ce texte. Three men were swept up by the flabby clouds before anybody turned. Ma proposition. 3 hommes furent déchirés par les griffes flasques avant qu'ils aient fait demi-tour. Proposition de la version Brajlon. 3 hommes, Donovan, Guerrera et Angstrom, furent fauchés par ces griffes spongieuses avant même de penser à s'enfuir. Flabby claws. Griffes spongieuses, mais surtout, c'est le geste. C'est-à-dire Lovecraft, bon, il nous rend pas la tâche facile parce qu'il met un passif. Le passif en anglais, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la langue. En français, bah, justement, c'est passif, c'est plus difficile. Donc, Brajlon garde furent fauchés. Moi, j'ai mis furent déchirés. Swept up by the flabby claws. Mais Lovecraft, par contre, Freeman was swept up, God rest them. Dieu les protège. C'est neutre, c'est simple. Brajlon et dire « J'espère qu'ils sont en paix à présent ». Bon, d'accord, t'enlèves le bon Dieu, mais c'est un marin qui parle. Ah, le marin, bah oui, Dieu les protège. Oh, bon Dieu. Donc il y a un côté là où le fait que ce soit le marin qui parle, c'est « God rest them ». Non, on ne peut pas changer ça, on n'a pas le droit. Et puis ensuite, il y a cette réserve de Lovecraft qui est athée. Alors lui, c'est
Dans Lovecraft, c'est If there be any rest in the universe, avec la répétition God rest them, if there be any rest in the universe. Est-ce que j'ai gardé la répétition? J'ai pas relu mon texte, moi, donc là j'y vais à l'aventure. Dieu les protège s'il y a quelque protection dans l'univers. J'ai tenté la répétition. Brajlon, si tant est que la paix existe dans notre univers. Mais où t'en es, mec, déjà, avec ce truc qui fait 3 km de long? Si tant est que la paix existe dans notre... Non, c'est pas ça, pas ça. Lovecraft, il a écrit, que je retrouve, If there be any rest in the universe. Et il y a le mot univers. Et puis ensuite, 3 hommes, donc c'est ça. Et puis après, tu dis les noms. They were Donovan, Guerrera and Armstrong. Comment j'ai mis moi? C'était Donovan, Guerrera et Armstrong. Ben, excusez-moi, mais je suis littéral. Et là, lui, il fait une antéposition, c'est-à-dire 3 hommes, Donovan, Guerrera et Armstrong, furent fauchés par ses griffes spongieuses. Bon, en dehors du spongieux, Flabby Klaus. Non, c'est pas la même chose si tu remets les noms comme ça. Continuons. Alors, ensuite... Parker slipped as the other 3 were plunging frenziedly over endless vistas of green-crusted rock to the boat. C'est-à-dire Parker qui glisse, les autres 3 furent absorbés sur des étendues infinies de rochers incrustés de verre. Alors, comment j'ai mis ça? Parker glissa, tandis que les 3 autres dévalaient frénétiquement le dédale sans fin des rochers verts et visqueux jusqu'au bateau. Qu'est-ce que j'ai essayé de copier? Cette descente de la phrase, les hommes descendent, tu les fais descendre. Brajlon, au cours de la débâcle qui vit les 3 marins restants dévaler frénétiquement en direction du bateau l'infinie perspective rocailleuse tapissée de mousse verte, Parker trébucha. Bon, que vous voulez. J'aime pas. Et j'aime pas qu'on fasse du mal aux auteurs que j'aime. Alors, évidemment, je vais m'en prendre plein la patate, etc. Mais il y a quand même un problème, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que c'est du comics de service ou du machin comme ça? Non. C'est quoi la langue? Qu'est-ce qu'il aimait, Lovecraft? Il aimait Baudelaire. La phrase qui monte verticalement, la phrase qui dévale, la phrase qui s'étend à l'horizontale. Bon, ça s'apprend, mec. C'est ça qui compte. La couleur, l'image... le son, le mouvement, le rythme, l'élan. Et où il l'a appris, Lovecraft? Chez Edgar Poe. Où on l'apprend, nous? Chez Poe, traduit par Baudelaire. Alors, je reste juste sur ce petit paragraphe. Et Johansen suppose qu'il s'est empalé sur un de ces angles de muraille qui n'aurait jamais dû être là. Un angle qui était aigu, mais qui leur apparaissait obtus. Brajlon, Johnson soutenait qu'il fut englouti par un angle de construction impossible, un angle aigu qui se comportait en angle obtus. Bon, vous de choisir. À la limite, on devrait vendre du Lovecraft en kit et vous choisissez, vous lecteur, la phrase qui vous convient à tel endroit. Mais by an angle of masonry which shouldn't have been there, an angle which was acute but behaved as if it were obtuse. C'est ça, c'est terrible, c'est la géométrie inversée. Quelque chose qui est une pointe, et là où la pointe t'empale, en fait tu t'aperçois que c'est un angle qui s'évase et qui t'avale. Le fantastique est dans la géométrie. Et là, on va commencer à rejoindre la belle partie, celle que je voudrais un hommage à François Baranger. On finit le paragraphe, j'en ai pas marre. So, only Bryden and Johansen reached the boat. C'est tout simple. Alors, il n'y a que Bryden et Johansen qui ont rejoint le bateau. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? C'est ainsi que seuls Bryden et Johansen atteignirent le bateau. Il faut respecter le passé simple de Lovecraft, même si le passé simple, c'est pas forcément facile pour nous. Et Brajlon. Pour finir, seuls Bryden et Johansen atteignirent le canot. Bon, c'est pour finir, un peu bizarre dans ce contexte, parce que la fin, elle est quoi? C'est la fin du récit, c'est la fin du monde, etc. Donc c'est une expression quand Lovecraft dit « So only Bryden and Johansen reached both ». Non, il n'y a pas pour finir. Il y a
seulement Bryden, si on est littéral, c'est seulement. Donc ça c'est pas pour finir, ça s'applique seulement. Il n'y a que Bryden et Johansson. Et c'est pas facile, je sais que c'est difficile, je sais que t'en crèves à traduire ça, chaque phrase, un matin, une phrase, ça te suffit une journée. Mais c'est ainsi que seul Bryden et Johansson atteignirent le bateau. Mais merde, si tu mets pas que un chat est un chat, a rouse is a rouse is a rouse, dira Gertrude Stein, tu t'en sors pas de la traduction. Tandis que l'abomination titanesque se vautrait au bas des poisseux degrés de pierre et chancelait hésitante au bord de l'eau. Brajlon. Tandis que la montagne monstrueuse s'abaissait jusqu'aux pierres glissantes mais hésitait là où commençait l'eau. Et c'est dingue, parce que t'as ce truc flasque, visqueux, mais armé avec ses griffes, avec ses blocs et tout ça, et au moment d'atteindre l'eau, hop, ça frémit, ça se rétracte. Et c'est bien ça qui est écrit. As a mountainous monstrosity flapped down the slimy stones and hesitated, floundering at the edge of the water. At the edge. On a plein de blues qui sont on the edge of the world, sur le rebord du monde. Donc le mot edge, qu'est-ce qu'il est important? Au bord de l'eau. Non mais au bord de l'eau. Bon, on va pas insister trop. L'abomination titanesque has a mountainous monstrosity. Monstruosité montagneuse. Moi, j'ai mis... Alors, évidemment, chacun trouve. Alors, moi, j'ai simplifié sur montagne pour laisser le monstruosité. Alors, tandis que la montagne monstrueuse s'abaissait jusqu'aux pierres glissantes, mais hésitait là où commençait l'eau. Bon, je sais que c'est difficile. Maintenant, on arrête. Donc, c'est l'appel d'Orteloup. On est dans le domaine public. C'est un chantier de traduction. Chacun y va. Chacun prend sa musique, chacun le fait. Mon problème avec les éditions Brajlon, qui sont une maison de littérature populaire et tout ça, aucun problème les mecs, mais alors franchement, plus j'ai vu plusieurs fois, c'est des mecs sympas, on a le même distributeur numérique, immatériel, etc. Simplement, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un livre de H.P. Lovecraft qui s'appelle The Dreams in the Witch House. Et moi j'ai traduit Rêve dans la maison de la sorcière. Brajlon dit ouais, nous, hein, la maison de la sorcière, petite maison dans la prairie, quoi. Et puis ça continue comme ça. L'appel d'Orteloup, bon, ok, ça tu peux pas faire grand-chose. Mais il regroupe tous les bouquins de Lovecraft dans un truc qui s'appelle le cycle d'Orteloup. Là encore, derrière ça a ouvert la porte, ok, mais c'est pas du tout Lovecraft. La chose sur le seuil. The thing on the doorstep. Eux, ils traduisent le monstre sur le seuil. Ben non. C'est une chose. En plus, c'est compliqué parce que dans Lovecraft, the thing, c'est l'indéterminé. Alors ça revient toujours. La difficulté du traducteur, c'est la chose, the thing, la chose, the thing. C'est un mot qui revient tellement qu'il faut le laisser dans une valeur neutre. Mais quand il est dans le titre, the thing on the doorstep, c'est pas une valeur neutre. Donc là, tu prends la chose. C'est quoi une chose? Ben ouais, mais si tu dis c'est le monstre, tu réduis la menace de la chose. Brajlon, alors c'est toujours ce même traducteur. C'est peut-être un mec très sympa, il n'y a aucun problème. Bon, voilà. Allez, maintenant, on passe. Deuxième phase. Mais il fallait quand même qu'on s'explique un petit peu. Mes ciseaux. Où j'ai mis mes ciseaux? On va déballer ensemble. Quoi que je sache ce que c'est, parce que c'est moi qui l'ai payé de mes sous. Je l'ai payé 70 balles, parce que j'ai envie que ce soit là, dans ma chambre, face à moi, en haut, sur le mur. Alors, il suffit, je vais dire, j'ai pas besoin de faire ça, il suffit que j'enlève les bouchons. C'est marrant ça, parce que, vous savez, dans l'étymologie du mot livre, c'est le De Naturarum de Lucrèce. C'est un livre qui était justement divisé. Le mot livre, c'est parce que l'œuvre de Lucrèce était longue, et donc il l'avait divisé en livres, chacun dans un rouleau de cuir, mais au bout, il y avait
l'invention de ces petits bouchons pour les protéger, qui eux étaient en métal précieux et qui contenaient quoi? Le nom de l'auteur, le numéro, livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, et donc c'est pour moi un peu une invention des métadonnées. Mais le rouleau et le bouchon, bon là évidemment on a un vulgaire truc de plastoc, mais voyez ce rapport à l'Antiquité, à la littérature latine, au mystère du livre. Moi, c'est aussi ça qui me relie à H.P. Lovecraft. Au revoir, bouchon. On va essayer de ne pas le flinguer. Super emballé, dis donc. Là, il y a encore un autre truc maintenu par un scotch. Papier craft. Et voilà, un deuxième papier, soit. Et j'y suis. Mais chapeau pour l'envoi. François Baranger, une illustration qui fait partie de son travail sur le livre de H.P. Lovecraft qui s'appelle Had Mountains of Madness, que moi j'ai traduit Montagne de la folie, que d'autres traduisent Dans les montagnes hallucinées. Alors moi, avec François Baranger, ce qui est bien, c'est que j'attends les versions anglaises. J'achète le livre avec le texte original, donc il s'appellera bien Had the Mountains of Madness. Mais ce que je voulais, c'était recevoir ça. Et ça, je trouve ça que c'est important, parce que maintenant on va aller vite, et je dirais qu'est-ce qui m'intéresse sérieusement? La question de illustrer Lovecraft. C'est-à-dire que vous avez vu là, dans Cthulhu, la chose ne peut être décrite. Et il nous l'a fait exister par des mouvements. Les mâchoires molles. Ce mouvement de s'effondrer vers l'eau, et quand arrive l'eau, quand tu es au rebord, at the edge of the... se rétracte. Mais qu'est-ce que tu vois? Il n'y a pas d'image. Par exemple, dans Had Mountains of Madness, le moment qui correspondrait tout à la fin du récit, c'est quand ce qu'il nomme Shoggoth, cette espèce de chose molle, faite de myriades de bulles, de matière molle, mais qui avale tout. Elle dévale dans les tunnels souterrains, qui sont cette ville qu'on vient d'explorer en dessous la calotte glaciaire du pôle Sud, en Antarctique. Et quand elle entre, la monstruosité, c'est simplement la vitesse, c'est le fait qu'elle occupe tout l'espace de la caverne. C'est un énorme truc de succion. Et ça passe par le bruit. Le bruit devient au-delà des possibilités qu'on a de l'entendre, l'interpréter, le comprendre. Et Lovecraft ne met qu'une image. Comme l'arrivée du métro sur les quais de Boston. Comme l'arrivée du métro... ou comme l'arrivée d'un train sur les quais du métro de Boston. Alors moi, à Boston, d'accord, j'ai pris souvent le métro aux US, etc. Mais le métro que j'ai aujourd'hui, si je cherche déjà mes souvenirs d'enfance dans les années 50, le bruit du métro, son ferraillement, son ferraillage de bois, de ferraille, c'était déjà tout autre chose. Qu'est-ce que c'est le métro en 1925 ou en 1930 ? Mais là encore, c'est cette question de l'image. Alors, Baranger, c'est une grande nouvelle. Alors prenez... Bon, de toute façon, j'assume là ma petite colère. Voilà un truc magnifique. C'est-à-dire que la question de Lovecraft et de l'illustration, si je la reprends. Lovecraft, dans la mesure où il publiait dans Weird Tales, je m'excuse là encore, c'est difficile pour moi à prononcer. Je n'arrive pas à le dire comme le mot banal, weird. Ah, that's weird. C'est cette revue qui s'appelait Weird Tales. Elle est illustrée. C'est-à-dire, la couverture est tape à l'œil. On est dans ces magasins, ces trucs de presse populaire, 5 cents. Et puis là, tu as tous ces monstres, tous ces trucs. Et Lovecraft met très longtemps avant que ce soit ces histoires qui soient sur la page de garde. Elles accèdent, les histoires de Lovecraft, à la une
de Weird Tales après sa mort, quand Weird Tales republie ses histoires, maintenant que Lovecraft est une référence. Mais donc souvent, il y a des vagues dessins en noir et blanc, c'est pas lui qui s'en occupe, et puis franchement, il aime pas ça. Mais Edgar Poe, il n'y a pas ce problème-là, par exemple. On est dans des magazines, tout d'Edgar Poe, c'est que le récit raconte des faits divers, raconte des explorations, y compris des explorations de l'Antarctique. Et tout le travail d'Edgar Poe, c'est que son récit, graphiquement, soit installé au même niveau que les faits divers. Et donc, qu'on puisse interpréter le récit fantastique comme participant de la même vérité que le fait divers. Et à ce moment-là, la puissance de la fiction va être décuplée, démultipliée. C'est vrai que pour H.P. Lovecraft, le récit fantastique, il est d'abord une aventure du texte. C'est ce qu'il écrit à la main, dans son écritoire, c'est ce qu'il recopie avec sa machine à écrire achetée en 1902, je crois, ou 1906, quand il a 16 ans, 1906. Et il n'en changera jamais, jamais, jamais. Pourtant, croyez qu'entre 1906 et 1936, ça va faire du progrès, la dactylographie. Et même, je pense que Lovecraft, allons plus loin, je pense qu'il n'a pas de culture graphique. Il n'aime pas la musique, il n'écoute pas de musique. Il a une culture cinématographique. Il vit le cinéma, on en a parlé plusieurs fois. Pour la peinture, bon, il a les choses dans les musées, mais dans les musées, ce qui l'intéresse, c'est l'archéologie. Beaucoup plus la sculpture. Il y a toujours, chez lui, la sculpture est l'art dominant, parce qu'à mesure qu'on s'enfonce dans ces villes, tout ça, c'est ces choses gravées en ronde bosse, ces choses qu'on touche avec la main. C'est pas une... C'est une œuvre de manipulation, de creusement, d'empreinte, et pas une œuvre qui soit liée à l'image. Et il y a, par exemple, si vous prenez Franz Kafka, on a les dessins de Kafka, on n'en a pas beaucoup, mais ils sont admirables. Et ils sont admirables de simplicité, de convergence avec l'œuvre, qu'on ne peut pas s'empêcher de les inclure dans l'œuvre. Nous, évidemment, on a des petits dessins de Lovecraft. On a un dessin pour Tlou. Ils sont un petit peu naïfs, ils sont un peu maladroits. C'est-à-dire, la première chose de tous les illustrateurs, c'est que non, on ne peut pas respecter l'interprétation graphique, les petits bidouillages que Lovecraft rajoutait dans ses carnets ou dans ses lettres. Et là, je pense qu'il y a cette légitimité du schéma qui va redonner sa légitimité à des gens comme Brajlon. C'est-à-dire, il y a effectivement une culture populaire et que Lovecraft, il a sa pleine légitimité dans ce qui a été la genèse, le développement des jeux de rôle. Il a sa pleine légitimité dans le roman fantastique et c'est-à-dire Lovecraft, on en voit parler chez Borges et chez Stephen King. Mais dans tout ce monde du récit de l'horreur qui part de Machen, qui part d'Ambrose Bierce, qui part de Dunsany et évidemment de Lovecraft et d'autres, ce côté populaire de l'imagerie monstrueuse, le rôle du monstre dans notre imaginaire, il y a pleine légitimité à le figurer par le cinéma populaire, le cinéma d'horreur, le récit d'horreur, et donc aussi la littérature populaire. C'est pas du tout un tribunal ici. Et puis, il y a toute l'aventure graphique. Elle n'est pas si jeune non plus. Christophe nous... les pieds, je sais pas si c'est pas les pieds, la famille Fenouillard et pas les pieds nickelés. Ce type, c'était le prof de maths de Marcel Proust. C'est pas jeune, l'histoire des romans graphiques. Là, récemment, à Providence, j'en avais acheté un, c'est The Lovecraft Anthology. C'est des récapitulatifs annuels, évidemment, qui tiennent de... Alors, est-ce que c'est bande dessinée? Non, c'est pas ça. C'est roman graphique. Ça a sa pleine légitimité et un espace de création qui est fantastique parce que comment vous jouez avec le texte, quel texte vous prenez, quel texte vous utilisez. Et là, on est dans un univers urbain et justement, quand on construit des choses comme ça, comment on réutilise aussi notre culture de l'image qui n'est pas celle qui nous vient du texte sur lequel on travaille, qui est l'univers qu'on fabrique, mais cet univers, on le fabrique avec ce qu'on porte de cinéma, etc. Alors,
le livre par lequel moi j'ai découvert le travail de François Baranger, qui publie aussi des romans. Il y en a un qui vient de sortir. Et c'est un magnifique objet. Vous voyez déjà le format, alors que le magazine Weird Tales, c'était tout petit, c'était populaire, ces trucs qu'on jette. C'est un travail de police et de graphisme admirable. Et puis, c'est-à-dire moi, ce que j'aurais aimé, en fait, mais je n'ai pas le droit de le dire, c'est qui est-ce qui produit ça? L'Appel d'Arthur, Lovecraft Baranger. Vous voyez, le traducteur n'est pas cité en page de une. Bah si, c'est Brajlon, donc évidemment, forcé. Alors bravo Brajlon, David. Mais puisque vous avez la traduction, ce qui aurait été génial, en fait, c'est de nous proposer cet album comme un roman muet, comme un film muet. Et là, qu'est-ce que je me serais régalé. C'est-à-dire, vous voyez, Baranger fonctionne par des doubles pages. Alors, moi, ça, en gros, je m'en fiche du texte. Hein. La compo, c'est important. Pour moi, une question beaucoup plus importante, c'est que Lovecraft écrit un texte continu, publie une histoire qui est un récit continu, et que là, on découpe, il y a des variations de police, des variations de coupe, on inaugure des coupes, on casse les paragraphes. Là, pour moi, dans le respect du texte, bon, c'est pas ma pratique. Quelquefois, c'est vachement intéressant parce que, par exemple, Lovecraft insère dans son récit des extraits d'articles de journaux, de témoignages. Et là, voilà, par exemple, ici, l'aberration surgit des flots, laissons le titre, mais on a un facsimilé carrément de journal avec la photo ici précise, avec la légende sous l'image, avec le titre, le sous-titre, etc., etc. Et là, tout d'un coup, la fabrication typo rejoint un élément où Lovecraft, dans son texte, se bagarre. C'est encore plus compliqué, je pense, dans Chuchotement dans la nuit, où tout le temps on passe par ces interfaces intermédiaires. L'article de journal, la correspondance entre deux, les lettres privées, les coups de téléphone, à la fin les conversations radio. Donc je ne peux pas être contre, a priori, le fait que le texte soit traité typographiquement. Et parfois, Baranger utilisait ce qu'il a des pages sans texte. Vous voyez, quelquefois, là, mais toujours, il y a cette division là de double police check. Quelquefois, le texte est très discret et tout ça. Et, bon, alors, pour moi, complètement logique. Si Brajlon a développé ce projet, a sollicité Baranger, ou qui a sollicité l'autre, je sais ce que ça représente, de taf, de boulot, d'investissement. Donc, normal qu'ils aient utilisé leur traduction, même si pour moi, c'est une traduction médiocre. Donc, ça fait 2 ans bientôt que j'ai ce livre, qu'il est là dans ma piole, que je le regarde, que je l'admire. Et justement, le fait que Baranger n'illustre pas, le fait qu'il laisse le mystère, travaille sur l'abstrait. Par exemple, ces lieux, moi je les connais à Providence. C'est l'arrière de l'école d'art, la RISD, et il y a toujours derrière, entre l'arrière du musée et puis les ateliers de l'école d'art, et en plus l'atelier sculpture, il y a cette espèce de ruelle dans une cour où c'est encore la brique, les hautes fenêtres. Il y a des labos de sciences naturelles aussi qui restent éclairés la nuit, et on voit ces espèces d'expériences avec des aquariums blafards. Et donc tout ça, je valide complètement, et ça m'aide à penser Lovecraft. Ouais, Baranger ne fait pas de visage. Par contre, il y a la ville, etc. Donc c'est magistral. Et là, alors le fait d'avoir l'appel d'Ortelou, j'ai suivi, parce qu'il est sur Facebook aussi, son travail sur Mountains of Madness. Et ce qui était fantastique, c'est que par moment, par exemple, à un moment, je me souviens, je dis mais qu'est-ce que c'est ce bateau que tu montes? Qu'est-ce que c'est ce bateau? Et pour moi, c'était un mixte de vapeur et de voilier, avec une énorme cheminée, et ça gaz, pour moi, ça collait pas. Et on commence à discuter, il m'envoie, donc c'est ultra référencé, et simplement c'est moi qui, en lisant, avait eu tendance à mettre le bateau, à le projeter dans une époque un peu antérieure, et ça compte. Alors, At the Mountains of Madness, dire tiens, il est là le bateau. Et c'est un 3-mâts,
Et c'est un petit peu le contraire de ce que j'ai dit. Moi, je voyais des bateaux des années 30 avec justement leur truc de vapeur, de chaudière, etc. et où les voiles n'étaient qu'un appui. En fait, non. Dans le texte, on a bien, dans l'expédition Boyd, des voiliers avec machine d'appoint, mais où la fonction 3 mâts et voile restait celle de la marine traditionnelle. Alors, quelle différence entre le livre et ça? D'abord, c'est signé. D'abord, financièrement, même si c'est ultra modeste, il nous propose ça. Il y en a une dizaine à choisir. Je mets le lien. Et à vous de prendre. Mais pour moi, c'est un complément parce que ça va m'accompagner. Mes livres Lovecraft, mon petit univers Lovecraft, ma petite bulle. Et surtout, là, par exemple, vous voyez cette vieille tradition du dessin où le sujet est tout petit, le ciel est énorme, les montagnes, Mountains of Madness, la folie, elle est où? La folie, elle est dans le gris, elle est dans cette massivité, elle est dans cette non-frontière entre le ciel noir, ce qui tombe, c'est-à-dire où est le réel, où est la matière du réel? Et la matière ciel, on ne le sait plus. Où sont les forces mauvaises? On ne le sait plus. Et puis par contre, ce qui les fascine, c'est que dans les jeux naturels, il y a des formes géométriques. Et toute l'exploration de Mountains of Madness va partir de ce jeu géométrique. Alors ce jeu, Lovecraft, là, c'est vraiment est parti d'un peintre qui vivait à New York, en tout cas a exposé à New York dans ces années-là, qui est un Russe, qui s'appelle Nicolas Roerich. Je vous en mets quelques images là. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur des images, par exemple, soit de voyage, soit d'imaginaire, pas été regardé en détail, mais où, par exemple, on a le Tibet, on a en tout cas cette chose lointaine, cet est des montagnes. Et puis dans cet est des montagnes, il y a ces monastères perchés, il y a ces villages. Et Roerich va jusqu'à des formes totalement abstraites, totalement géométriques. Et Lovecraft, c'est ça qui lui donne la possibilité d'entrer dans la construction de son récit. Et Lovecraft ne dissimule pas du tout les sources, elles sont toujours à même le texte. C'est-à-dire que parfois, et en particulier dans The Mountains of Madness, pour nous signifier ces effets géométriques qui sont terrifiants parce qu'ils ne peuvent pas être l'œuvre de l'homme, il va citer en exemple les peintures de Roerich très discrètement pour qu'on puisse se figurer ce qu'on nous montre. Lovecraft, illustrated by Baranger, les deux noms propres. Had the Mountains of Madness, le texte anglais sur le petit cartouche. Et puis, série 10. Et j'ai l'exemplaire 30 sur 120. Et là, on retombe à une figure, pour moi, qui est essentielle. Ces petits livres, j'ai publié, point seuil, ma traduction de Had the Mountains of Madness. C'est un travail que je ne regrette pas, que j'avais commencé un petit peu par vieux goût. Enfin, les montagnes de la folie, c'est un des premiers textes que j'ai lus de H.P. Lovecraft, quand j'avais 18-20 ans, et qui me décevait en même temps qu'il m'attirait. Et qui me décevait parce que j'avais cette traduction de Jacques Papy, et je la trouvais grise. Grise parce que j'étais dans Dostoïevski, dans Kafka, dans Edgar Poe, en continu. Donc, à la fois, j'étais attiré, et à la fois, ça me coulait un petit peu des mains. Et c'est à partir du moment où j'ai eu ma visite à Providence que, du coup, c'est bon, je me suis dit, coltine-toi le texte d'origine et considère que ce texte, c'est de la littérature. Et resitue-le dans son contexte. Et à The Mountains of Madness, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Providence en train de travailler sur le Commonplace Book et les manuscrits de Lovecraft, de son journal de 1925. Et à mesure que j'entrais dans ce texte, par exemple, à la bibliothèque, cette bibliothèque de quartier, Athenaeum Library, où Lovecraft passait tous les jours, où Edgar Poe venait, eh bien, je trouvais les textes
toutes ces explorations de l'Antarctique, et on a affaire au livre de 1905, 1910, 1915, je fais une autre vidéo là-dessus, où on tient dans les mains le livre que Lovecraft lui-même lisait pour fabriquer son récit, même si pour At the Mountains of Madness, il écrit en 1930 avec les récits dans la presse de l'expédition de l'amiral Boyd, et que cette expédition, c'est la première où, grâce à la radio, un relais vers le sud, Chili, Ushuaia, etc., on arrive à faire remonter par New York, à rythme irrégulier, des nouvelles de l'expédition et des images photographiques. C'est-à-dire que la presse reproduit ce qui se passe, et la plupart des détails, la chute dans la fissure, les chiens qui meurent dans la crevasse, la tempête, les avions qu'on emmène démonter et qui vont vous servir à aller vers l'infranchissable, bien tout ça, ça vient de Boyd. Et entre 1930 et 1932, personne ne veut du manuscrit de H.P. Lovecraft. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive ? Arrive Boyd qui fait lui-même un livre avec son récit. Alors, si vous tenez ce livre, tout ça danse dans la tête. Et j'ai pas la sensation d'une traduction marrante. C'est idiot de dire ça. Et quelquefois, on a un plaisir physique à traduire. Parce que il y a ce qui vient dans la bouche, il y a ces trucs là, comme ce paragraphe là que j'ai lu de l'appel d'Orteloup. Vous organisez des masses, vous charriez des forces. Vous êtes chef d'orchestre ? Non, parce qu'il faut être extrêmement modeste. Elles sont comment, les griffes ? Molles, spongieuses, faibles, forts, acérées, etc. Donc, c'est attendre longtemps et attendre cette impression de justesse qui fait que c'est ce mouvement qui décide. Et At the Mountains of Madness, c'est tellement, je dirais, l'archétype de ce qu'on nomme aujourd'hui, nous, fiction documentaire. Tu as toujours l'obligation. Pour que tu crois au truc, il faut que ce soit la langue du technicien en avion qui te le raconte, ou du marin qui te le raconte. Il n'y a pas un lyrisme. Tu vas à une page et tu vas à une autre page. Il faut faire que... à quel moment comment c'est la surprise de ces formes, à quel moment tu touches ces trucs, à quel moment ça craque, tu l'entends, et tu vas trouver l'endroit où tu rentres. Et puis à un moment donné, il y a cet endroit, etc., etc., etc. Donc, At the Mountains of Madness, pour moi, c'est tu fais ça une fois dans ta vie. Bon, j'ai d'autres projets, Lovecraft, hein, il y en aura d'autres. Peut-être même refaire Dexter Ward, tout ça. C'est un chemin. Mais cette expérience, quand tu as fait ça une fois, les choix se sont imposés à toi. C'est-à-dire, je pense que si tu refais ça, tu referas le même choix. Ça aussi, c'est compliqué dans la tête. Par exemple, André Markovitch, qui retraduit constamment, c'est Dostoïevski. Il retraduit constamment. Qu'est-ce qui change ? Je pense qu'il n'y a que lui qui peut s'en apercevoir. Donc voilà. Je recommande sans réserve Toulouse pour François Baranger, tout en sachant que ce que vous regarderez, le plaisir, il sera au dessin, et tant pis pour le texte que je considère comme un mauvais texte. Et j'assume. Et At the Mountains of Madness, moi je voulais aller plus loin. Là, le livre, où est-ce qu'il est imprimé ? Remerciements. François Baranger tient à remercier les personnes suivantes. John Hove, David Camus, qui est aussi un traducteur de Lovecraft, Arnaud Bordas, Diane et Jean-Jacques Launier, Mathieu Laufray, Nicolas Fructus. Vous voyez, le traducteur n'est même pas mentionné non plus dans les remerciements. Note de l'éditeur. Et où est-ce que c'est imprimé ? Vous voyez là encore, Baranger, Lovecraft. Et le traducteur a disparu. Mais c'est quand même dingue, les mecs. C'est pas Baranger Lovecraft. C'est Baranger Lovecraft et l'auteur de la traduction. Et même si je l'aime pas, la traduction, le type là, Maxime Ledin, ben c'est un job, c'est un boulot. C'est une signature, c'est son interprétation. Il n'y a pas Bach et le violoncelliste de service. Il y a Bach et puis c'est pas la même chose si c'est Rostropovitch ou un autre. Et le traducteur, qu'est-ce qu'ils en ont fait, ces mecs ? Vous voyez ? Ça, j'aime pas. Alors, où est-ce que c'est imprimé ? Je ne vois pas là, comme ça. Donc, on laisse tomber. Ça doit être probablement... C'est plutôt
surtout la Chine qui fait ce genre de travaux. Bien sûr, Brajlon, on est d'ac pour en discuter à volonté et avec plaisir. Ouais, je disais ces petits trucs. Je pense que j'ai affaire à un artiste et que le livre, c'est la reproductibilité industrielle, même si elle est magnifique. Et là, Brajlon, wow, super qualité. Mais c'est reproductible. Là, j'ai celui qui, pour moi, ouvre cet univers avec mes rêves, mon imaginaire, avec l'histoire de la peinture, avec un fantastique travail documentaire, mais précisément qui n'illustre pas, qui précisément respecte cette abstraction de Lovecraft qui est un être du texte. Et c'est pour ça que depuis 2 ans que je sors Toulouse de Baranger, pour moi il y avait nécessité d'aller plus loin et de marquer mon petit soutien symbolique. Merde, regardez comme c'est beau. Fin du 90, je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. J'assume aussi. Et je l'avais pas vu avant qu'on le déballe ensemble. Au 91 tout bientôt.